Bonjour, aujourd'hui je reçois Aurore avec qui nous allons parler de plusieurs sujets, notamment d'accessibilité, parce que le yoga c'est pas seulement réservé aux personnes ultra flexibles avec des tapis en or massif, vous pouvez aussi pratiquer le yoga avec n'importe quoi, même avec une chaise de bureau défoncée. On va également parler des dogmes qui envahissent parfois cette discipline. Ce podcast est aussi une invitation à la détente, à la réflexion et à la libération des chakras coincés. On va également toucher du doigt l'entrepreneuriat yogique, car parfois on pense que le yoga c'est un business florissant et c'est pas vraiment le cas pour la plupart des profs de yoga. C'est pas parce qu'on voit des marques de tapis plus nombreuses les unes que les autres et plus nombreuses que les grains de sable dans le désert qu'on peut se permettre ce genre de raccourci. Donc on peut parler de marketing et de yoga sans devenir un gourou mystico-capitaliste. Donc ce podcast avec Aurore, c'est un podcast avec une âme qui est aussi douce, qui s'est nuancée avec bienveillance et délicatesse. Elle saura vous rappeler l'importance de l'écoute, de l'authenticité qui se mêle à la flexibilité de l'esprit. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires. Ça peut aider énormément le podcast et ça permettra à plus de personnes de pouvoir en profiter. Bonne écoute. Bonjour Aurore. Bonjour Cyril, merci de me recevoir aujourd'hui. Aurore, je te laisse te présenter en 2 mots par rapport à ce que tu fais en ce moment. Tu es sur Saint-Denis, tu donnes des cours, tu as déjà une structure qui est mise en place. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire Oui, un peu plus? donc pour faire bref, donc moi je suis réunionnaise. J'ai quitté la Réunion effectivement pour mes études et là en octobre 2022 on a décidé de rentrer avec mon compagnon pour créer notre lieu de pratique sur Saint-Denis. Donc on y enseigne effectivement le yoga Ashtanga, le yoga Vinyasa, mais aussi des activités de mouvements complémentaires yoga qui sont données par Maxime justement. Et donc voilà, c'est, on va dire, tout nouveau, cette création de lieu à La Réunion, bien qu'on soit tous les deux profs, donc moi de yoga et lui coach sportif depuis plus de 7 ans maintenant, et on était à Paris avant, voilà, pour faire succinct. Et toi, t'enseignais sur Paris depuis combien de temps? Moi depuis du coup 2015, donc en fait 8 ans. Sur Paris, donc j'ai commencé par enseigner le yoga Ashtanga en priorité, enfin vraiment c'était ma grande majorité du temps. Et ensuite j'ai un peu évolué dans mon enseignement en proposant plus des cours de Vinyasa et aussi des yogas très adaptés pour des personnes seniors, notamment en cours particuliers. Et pour des cours plus ciblés entreprise justement, des cours de yoga sur chaise, des cours de yoga plutôt respiratoire, méditation pour des personnes qui avaient peu de temps ou qui du moins ne connaissaient pas le yoga et qui ont découvert le yoga par le prisme de leur entreprise. Voilà. Ok. Ok. Et par rapport à cette humanité qu'on peut trouver dans l'enseignement ou cette humanité qu'on va chercher à peut-être développer, ou en tout cas l'idée de base, ça serait peut-être de tendre vers ça. Je vais te poser une question qui peut être un peu délicate, Mhm. attention, Je le le prépare. spécialiste des questions croustillantes. Mais du coup, à l'inverse, comment on arrive en tant que débutant ou personne peut-être un plus avancée, comment on peut faire le distinguo ou la distinction entre une pratique au contraire qui serait très dogmatique, très sectaire, très rigide? Quels sont les indices? Qu'est-ce qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille par rapport à tout ça? Alors, Attention à ce que tu vas répondre. c'est ça. Alors, même si j'ai, sous mes aspects, on va dire, de fille sage, j'ai toujours un peu été rebelle et insolente en mon cœur. D'ailleurs, Maxime, mon compagnon, me le fait remarquer bien trop souvent. Premier, pour moi, on va dire, drapeau rouge, c'est mettre toute la science ou les connaissances dans les mains d'une seule personne.
pour moi, j'ai jamais suivi ou apprécié, entre guillemets, quand... Enfin, le terme déjà de gourou. Pour moi, encore une fois, on en revient à l'humanité. Chaque humain a ses paradoxes, a ses défauts, a ses faiblesses. Et comment dire, vouloir accorder tout un système de pensée, de mouvement, de pratique de vie selon les dires et selon les vouloirs d'une seule personne, pour moi, ça c'est à fuir. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fui. Je considère ouais, comme étant un bon drapeau rouge. En gros, Ouais. ouais, peau rouge avec un requin dessus. Avec un Un requin. requin, sens interdit. C'est ça, exactement. Donc Et le moi, c'est barbelé. première chose à fuir. En tout cas, c'est ce que j'ai fui parce que voilà, on est tous, enfin même moi la première, ce que je dis à mes élèves, même dans les ajustements, n'hésitez pas à me dire stop. Enfin, c'est eux qui sont dans leur corps aussi, elles savent, pardon, les personnes savent. Oui, t'es pas dans la posture où Ex- je sais et toi tu sais pas. Exactement, tais-toi, je vais te marcher dessus, ça te fera du bien après. Tu vois. Donc non. Je pense que chaque individu vient sur son tapis avec son histoire, son passif, ses connaissances aussi. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense qu'il faut pouvoir redescendre un petit peu aussi de son piédestal. Donc ça, c'est la première, pour moi, premier drapeau rouge. Après, oui, je suis restée figée là-dessus pendant de nombreuses années. Euh, Après, peut-être aussi des approches qui sont aussi très ou comment dire, où on prend pas en compte justement, bah comme on parlait des débutants, justement, on prend pas en compte aussi les particularités de chacun et que ce soit des particularités physiques, mais aussi un peu psychologiques. Voilà, des personnes n'aiment pas être touchées de par leur vécu ou n'aiment pas être poussées trop brusquement. Donc le dépassement de soi doit se faire de manière très douce et presque implicite. Donc, je suis, enfin, ça revient aussi un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je fuis les méthodologies ou du moins les écoles où le prof va être un peu dans, pas l'agressivité ni la violence, mais un peu trop Tout dans la... pareil pour tout le monde. Exactement, Ouais. aussi un peu il y a une seule pratique, un seul rythme à avoir, un seul mouvement, Un seul alignement. un seul alignement, voilà. Nos corps ne sont pas faits pareil. Enfin, C'est vrai moi, qu'on ne peut pas aller contre l'anatomie de on ne peut pas aller quelqu'un. contre nos os, Oui. contre la tête de notre fémur. On n'a pas tous les mêmes têtes de fémur, pas tous les mêmes bassins. Mhm. Pas tous. Tout à l'heure, avec Maxime, on parlait de vertèbres soudées. Voilà, on n'a pas tous les mêmes colonnes vertébrales. On n'a Euh, pas tous le même âge. on n'a pas tous le même âge, on n'a pas Beaucoup. tous les mêmes pratiques. Certaines personnes n'ont jamais fait de sport. D'autres personnes en ont fait, ont été blessées. Donc voilà, je pense qu'il faut... moi, j'aime bien les enseignements ou les pratiques qui proposent aussi des yogas progressifs, des yogas adaptés, des yogas où on utilise des accessoires aussi, parce que certaines écoles refusent l'ajout de briques, de sangles, parce qu'on est censé être capable d'aller chercher notre orteil dès le début, ou du moins en poussant un peu, on va y arriver. Peut-être pas, Peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas tout le peut-être monde, pas... sûrement pas les trailers Voilà. qui ont du mal à aller vers le bas. Ou peut-être pas tous de manière saine, en tout cas, enfin, tu vois, Ouais, bien sûr. de manière sécurisée. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement, de ces gens qui vont dire, oui, mais avec les supports, etc., on arrête le flow. Est-ce qu'il y a un flow, d'ailleurs, si c'est Mais, mal fait? mais en fait, ça dépend des méthodologies parce que finalement, en Iyengar, est-ce qu'il y a un flow? Je suis pas, enfin, j'en ai pas fait beaucoup d'Iyengar. Après, je suis pas la spécialiste. J'ai fait quelques cours, d'ailleurs que j'ai beaucoup apprécié. Et pour le coup, on utilise énormément d'accessoires. Donc certes, il n'y a pas de, enfin, seulement il n'y a pas de flow, mais on est quand même pleinement présent dans enfin, dans la posture justement. Et au contraire, on prend un peu plus. Enfin, moi, j'avais jamais senti autant mes crêtes iliaques. Enfin, je me suis dit, ah oui, ok, je peux en fait, j'ai l'impression de pouvoir les bouger, même si c'est pas possible, tu vois. Mais je pense qu'en essayant de se concentrer sur tous les tissus conjonctifs, enfin, j'ai l'impression que des choses se passaient grâce aux sangles, grâce aux briques qu'on m'avait posées. Donc finalement, le flow, il est peut-être un peu plus intérieur
plus, tu vois, Ouais, ouais. plus Peut-être énergétique, tu vois. c'est possible, ouais. C'est Donc possible voilà. qu'il soit un peu plus profond finalement ce Ouais, flow. ouais, parce qu'effectivement, en vinyasa, enfin moi, Parce qu'on confond pas le flow de mouvement et le flow de conscience ouais, et d'énergie aussi. peut-être effectivement les deux. Parce que est-ce que bloquer, oui, le flow, mais est-ce que c'est vraiment un... On bloque un flow de mouvement finalement, peut-être. Uniquement ça. Et encore, est-ce que... Oui, oui, si, tu t'arrêtes. Oui, et en plus, je pense que des fois, c'est important de s'arrêter dans la posture, surtout quand tu débutes, Hmm. pour effectivement... parce que effectivement, si tu n'utilises pas les briques et que tu n'es pas capable enfin, d'être dans une posture, finalement, tu bloques ta respiration. Donc pour moi, là, le flow, Là, il tu n'y est plus bloques là. le flow. Voilà. Là, il n'y a plus rien qui circule. Tu vois, pour moi, tu n'as plus d'oxygène dans le corps. Donc pour moi, le vrai flux d'énergie qu'on doit trouver n'existe plus. Donc je préfère mettre une chaise, une brique, une sangle pour aider justement la respiration à prendre place et aider aussi toutes les connexions nerveuses aussi à se faire et que je puisse avoir conscience de ce qui se passe jusqu'au bout de mes orteils, jusqu'au bout Ouais. de mes doigts. C'est Donc, c'est important de contextualiser aussi la chose. ouais. Euh, les briques, les sangles, etc. Ça a été créé par c'est venu d'un prof de yoga qui s'appelle Iyengar et qui s'est retrouvé en fait rapidement avec des occidentaux parce il s'est exporté de l'Inde et il s'est retrouvé avec des corps. Il s'est dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ces corps-là Pas les mêmes hanches, qui les mêmes n'arrivent pas à jambes. plier, qui n'arrivent pas à toucher le sol et finalement c'est aussi né comme ça. Donc Mm, j'ai envie de dire pourquoi s'en priver alors effectivement. qu'on correspond exactement au Mais encore une fois, c'est une question d'adaptation parce profil. qu'effectivement, enfin, au quotidien, enfin, moi, pour avoir vécu 6 mois en Chine, les gens dans la rue, enfin, j'ai jamais été en Inde, mais dans la rue, les gens enfin, attendent en malasana, en fait, en squat. Tu Et fais la queue, t'es en malasana. t'as pas été en Jamais été en sacrilège? Inde. Jamais été en Inde. Non, j'ai appris que... Tu vas être Genre, restaurant. jugé Ouais, par spoilé. la police spirituelle yogique. Non, je n'ai jamais été en Inde. Mais voilà, donc pour avoir vécu en Chine, justement, les gens attendent en malasana. Mon frère, lui, a vécu au Japon et il mangeait très souvent, comme je suis assise là maintenant, tu vois, à même le sol. Donc forcément, au quotidien, tes hanches ne sont pas dans le même positionnement que nous. Donc ça va forcément se refléter après sur ton tapis. Donc Iyengar, c'est ce qu'il a fait finalement. Il s'est adapté au mode de vie des Occidentaux. Donc pourquoi nous, pour Puis le yoga, on serait... il avait pas des jeunes directs, lui non plus. Oui, voilà, aussi, parce que oui, Faut aussi voir ça. effectivement, je pense que après, je sais pas, les premiers occidentaux, étaient peut-être quand même dans leur vingtaine quand ils arrivaient en Inde, mais quand lui a dû justement, S'exporter, oui. il a peut-être eu des personnes effectivement un peu plus avec des corps déjà un peu Mais plus qui ont vécu, quoi. ouais, bien sûr. Et on dit qu'Iyengar, au début, il avait une pratique proche de l'Ashtanga, justement. Bah, ils ont eu de toute façon, Ouais, enfin ouais. Patabi Joyce et lui ont eu le même professeur. Donc effectivement après moi voilà, je suis pas la spécialiste je ne suis pas l'historienne du yoga, mais je sais que voilà dans mes souvenirs donc Krishna Marcharya a été le prof commun à ces deux profs, mais effectivement après même enfin En fait, leur chemin de vie a créé des pratiques et très, très voilà, différentes. ils ont eux-mêmes adapté un enseignement commun enfin leur enseignement a évolué. Donc c'est pour ça que même aujourd'hui, lorsqu'on décrit, on dit, comme tu parlais de sacrilège, on dit que l'enseignement, enfin on tape sur les doigts des profs qui font évoluer aussi la pratique, mais tout évolue, la médecine évolue, la langue française évolue, ce serait un peu prétentieux de dire que une séquence de posture ne pourrait pas évoluer. D'autant plus que voilà, même effectivement le monde évolue de toute façon, donc le quotidien des gens avec qui on travaille, avec qui on est en contact va évoluer. Donc je pense que la pratique doit garder une certaine, enfin ses racines ou ses piliers fondamentaux, mais on doit quand même être ouvert à une certaine fluidité, Un un certain certain changement. flou, une certaine souplesse aussi dans notre manière de s'approprier aussi l'enseignement du yoga.
Du coup, je vais rebondir là-dessus. Qu'est-ce que comment on se situe? Quelle est la limite entre la compréhension, nous, qu'on peut avoir, prof, du concept global de yoga, du fait de garder l'authenticité des racines de l'enseignement, et par rapport à cette évolution constante, Mhm. comment on se situe, comment on passe du authentique au non Mhm. authentique, comment on arrive Sans être complètement sans être complètement... dans Parce que l'appropriation aussi finalement, culturelle. finalement, en tant que Mm. prof, on est un peu les garants Mm. de l'authenticité, et pour autant, c'est une authenticité qui est en perpétuel mouvement. Alors, Mm. comment est-ce qu'on se retrouve dans la authenticité complète et C'est un vaste sujet et à chaque fois, effectivement, un questionnement pour moi. Pas facile, effectivement, quand comme est-ce que ça question. part en vrille et quand est-ce que ça Mm. reste Alors, moi, du coup, comme je disais au départ, ma pratique première et mon premier enseignement, c'est l'Ashtanga. J'ai beaucoup apprécié, ou du moins ça a énormément résonné en moi, les enseignements de David Swenson, qui était un des premiers élèves aussi occidentaux de Patabi Joyce à Mysore. Et donc lui-même a fait évoluer ce qu'il a appris de Patabi Joyce, puisque lui aussi, enfin, il est OK pour qu'on utilise par exemple des blocs, pour les vinyasas notamment, pour les assises. Après, pour garder l'authenticité de la pratique, je pense que, enfin en tout cas, j'essaye de faire de mon mieux et moi je me dis que pour garder l'authenticité de la pratique, je vais essayer de mettre l'accent sur les quatre socles, on va dire, enfin les quatre fondements aussi de la pratique de l'ashtanga. Je vais demander aux personnes de se concentrer sur le souffle. On va travailler avec la respiration Ujjayi dans chacun de nos mouvements, donc le souffle avant le mouvement. Travailler sur les points de concentration ou dirishti. Travailler sur le vinyasa. Enfin, le vinyasa, c'est aussi le lien, la liaison qu'on fait entre mouvement et souffle, entre les postures entre elles, entre corps et esprit aussi. Donc chaque posture finalement n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, elle est un peu la préparation d'une posture qui va suivre et la continuité d'une posture qui a déjà eu lieu. Et quatrième pilier, c'est aussi donc parler des verrous énergétiques, bien que là encore j'ai une approche un petit peu plus fluide, un peu plus on va dire de kinésithérapie sur le travail du Mhm. périnée et du transverse pour avoir pas mal échangé avec des kinés sur ce sujet. Mais entre guillemets, voilà, donc ça, ce sont mes quatre piliers lorsque je vais construire la pratique de l'ashtanga avec mes élèves. Je vais aussi garder ce principe de progressivité dans la pratique, c'est-à-dire que je ne vais pas leur faire faire des postures de la deuxième série en plein milieu de la première série. Donc, je veux dire, pour moi, elle est très intelligemment construite, la première série de l'Ashtanga. Donc, je garde cet enchaînement. Je garde le principe enfin, de Vinyasa qui lie les postures. et Oui, par rapport pardon. à à cette séquence de l'Ashtanga, euh, c'est intéressant de rappeler que Patabi Joyce et Krishnamacharya, ils ont mis des années. Tu parlais d'intelligence, ils ont mis du À temps, ils ont l'expérimenter. mis du temps à la construire. C'est pas fait sur un bout de papier en 30 secondes. Oui, oui, c'était pas un. Donc, J'ai un cours à donner. ouais, j'ai un coup à donner. Allez, hop, Ouais, je fais ça. Non, ils ont fait ça effectivement. avec les principes de Oui. l'Ayurveda, ils ont Mm. fait ça avec les principes Oui, ça a été réfléchi, donc voilà. anatomiques aussi de l'époque. Ouais. Et effectivement, quand tu creuses ou quand la pratiques, parce qu'on te demande de pratiquer ça enfin, 6 fois par semaine, de manière consciente, dévouée, etc. Et c'est vrai que quand tu te plonges finalement un peu dans cette euh, manière de pratiquer Ashtangi, tu la ressens en fait, cette intelligence de pratique. Hmm. Tu vois, par exemple, que Supta Kurmasana, ou enfin même Kurmasana, la posture de la tortue, elle n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, bien que ce soit, on dit que c'est aussi
un garde-frontière, tu vois, pour la suite de la première série, parce que c'est une posture très très difficile, tu vois, de mettre les jambes derrière la tête, les bras derrière les jambes. Donc généralement c'est un blocage pour que toi aussi tu dises ah ok hop stop, on s'arrête là de Là, c'est too pratiquer. much, je suis en train... Ça te massacre vite, Peu cette de pause. recul, ouais, reviens sur ce que tu as fait. Ton corps est peut-être pas encore prêt. Ça nous apprend aussi la patience, ça nous apprend aussi un peu l'humilité, de pas vouloir aller trop vite et de faire des postures très, enfin voilà, extraordinaires. Mais d'un autre côté, je veux dire que voilà, Kurmasana, elle arrive après aussi 4 versions de Marishasana, tu vois, A, B, C et D. Donc on a et de Bujapidasana, donc on a quand même travaillé cette compression cuisse contre buste. On a travaillé cette petite rotation d'épaule aussi. Donc d'un point de vue structurel, ça a bien été pensé. Et d'un point de vue après un peu plus mental, je trouve qu'elle est aussi bien placée. Parce que du coup, c'est un peu un frein pour te dire, hop, calme ton feu intérieur. C'est le moment peut-être de prendre un peu de recul, de mettre un peu ta pratique en perspective. Et c'est le moment de développer d'autres qualités, voilà, comme la patience, vairagya aussi, enfin, tu vois, le renoncement, d'essayer de faire baisser ton désir, de toujours vouloir faire plus, de toujours vouloir aller plus loin. Donc, je trouve que pour ces principes-là, elle a été très bien construite. Donc, je pense que l'authenticité de mon... Enfin, je crois, ouais, c'est ça, que l'authenticité de mon ancien enseignement vient sur le fait de respecter aussi cette construction, Dans son concept global. voilà, dans son Ouais. concept global et dans ce principe voilà, de progressivité. Par contre, voilà, je me permets avec l'évolution aussi des connaissances actuelles en sciences, par exemple, de ne pas être aussi rigide sur le principe de Mula Bandha, tu vois, de toujours garder son périnée engagé. Déjà, enfin, je sais pas, mais ça me paraît assez. Pendant 1 heure et demie à 2 heures, garder le Je l'ai pas périnée appris comme ça, serré. moi, tu vois. Ah ouais, bah, moi, je l'ai appris comme ça. Et J'ai bon, appris le Mula Bandha depuis les pieds. ah oui, depuis. En Bah après, utilisant les pieds, finalement, oui, bah après, dans les postures debout, ton banda, c'est ouais, tes voilà. jambes, en fait, ton verre. T'as pas besoin de... Des fois, on confond D'être contracter la nuque et vraiment... exactement crispé. Je sais que Dylan Werner avait Mm. des copines yogis qui n'ont pas pu accoucher Bah, il y parce a, qu'elles ont fait de l'ashtanga avec les fesses serrées c'est tout le finalement temps. Ouais. Bah, pendant tu des sais, années ouais, il et y a puis beaucoup de elles ne femmes pouvaient plus même accoucher. qui ont été atteintes d'aménorrhée aussi. Après, je vais pas dire à 100% que c'est la faute de Moula Banda, mais je pense que C'est ça peut-être un Mula Bandha mal réalisé. aussi, mais aussi après c'est allié. Mais moi, par exemple, je sais que quand j'ai commencé l'ashtanga, clairement, je pense que je faisais mal cet engagement du périnée. Et c'était, comme tu dis, juste le fait de, j'ai pensé serrer, hop, je serre de manière superficielle. Et j'ai dû faire de rééducation de périnée. D'accord. Parce que du coup, j'ai trop engagé ce que mes kinés m'avaient expliqué, la surface voilà, vraiment superficielle du périnée. Et j'allais pas le chercher en Mhm. profondeur. Parce que c'est toute une série de tissus qui viennent soutenir ton bassin. Et quand tu sais le travailler avec des kinés, tu vois que c'est beaucoup plus complexe que le simple fait de hop, stop pipi, tu vois. Est-ce que c'est pas ça qui rendrait rigide certains yogis? Je sais pas. Comme dirait Maxime, certains un balai, tu vois, C'est mal comme un placé. balai, ouais, quelque part. Ouais. Donc peut-être, ouais. Donc ouais, peut-être c'est à creuser comme Non, parce piste, qu'il y mais, a, il y mais a, j'ai un ami qui me disait qu'il connaissait beaucoup de yogis très souples, mhm. corporellement très souples, très forts même, mais mentalement très Rigide. rigide, quoi, très fermé et peu ouvert. Mais Est-ce après, que c'est ça parce que... vient aussi. Ben, tu J'espère que c'est pas à cause de Moula Bandha, je quoi. pense pas qu'il y ait que ça quand même. N'accusons pas ce pauvre Moulafanda de tous les maux et de tous les torts du monde. Mais je pense qu'il y a aussi, je pense qu'on a effleuré un peu le sujet tout à l'heure, mais c'est aussi parfois, tu sais, d'être vouloir trop traditionnel, de vouloir suivre à 200% les principes de vie qu'on t'a donnés, enfin toi les fameux 8 piliers de l'Ashtanga, de vouloir chercher cette pureté dans tout ce que l'on fait. Je pense que c'est ça aussi qui peut rendre l'humain rigide, parce qu'on ne peut jamais être parfait à 100% dans notre alimentation, dans notre sommeil, dans notre pratique, dans notre... Et euh, puis faut rappeler aussi qu'on suit des principes d'un homme
Voilà, ou ce d'un qu'on groupe disait d'hommes tout à à une fait. certaine époque, dans une certaine Ouais, ce qu'on, voilà. région, avec une certaine population, et, Et, ça à et mettre en aussi relief. lié avec effectivement enfin aussi une religion, une politique aussi, un mode de pensée, un mode de vie qui est complètement différent du nôtre aussi. Donc, euh, donc c'est là où je pense, enfin, l'authenticité trouve un peu ses limites, je Oui, trouve. oui, je vois. Nous, donc là, ça deviendrait aussi clairement, enfin, je pense, un peu de l'appropriation culturelle, puisqu'on on n'est pas, enfin, on est, enfin, après, ça dépend bien sûr de qui pratique. Enfin, ça dépend aussi de ton enfance, de ta vie, de ce que tu as appris. Mais de là à vouloir calquer un mode de vie qui n'a pas été le tien, sauf si vraiment ça te parle et c'est ce qui te convient le mieux, je pense qu'il faut s'octroyer aussi un peu de, voilà, de mouvance et de fluidité, de souplesse, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour accorder ces principes de vie avec le monde dans lequel tu es aujourd'hui aussi et avec toi, ce qui, enfin tes valeurs en fait et ce qui résonne aussi en toi. D'où l'intérêt de comprendre le concept dans sa globalité et de ne pas s'attarder forcément que sur... Oui, et en même la temps de pas non plus faire, comment dire, d'aller au supermarché, de prendre ce qui te convient. Enfin, je sais pas Ouais, comment dire. Enfin, il c'est y a toujours aussi cette ce ligne, truc. tu vois, Ouais, ouais. de ah ouais, ok, bon, ça a l'air sympa. Je vais je vais me l'approprier. Oui, on a tendance à être très complaisant Ouais, c'est pour ça que par exemple, moi, avec je sais que soi-même j'essaie de pas, parfois. je dis pas namasté à la fin du cours aussi de par enfin, je sais pas comment dire, parce que du coup, pour moi, namasté, c'est aussi, je trouve, une forme d'appropriation ou d'une culture qui n'est pas la mienne. Est-ce que je suis pas sûre de détenir tous les, toutes les subtilités de ce terme et donc je me sens pas de l'évoquer à la fin du cours, comme quand tu vois en anglais, enfin j'aime pas faire du franglais, mais on dit un spiritual bypass, tu vois, je veux dire, allez, on glisse un peu de spiritualité dans le cours et sans aller en profondeur. Et moi, je trouve que je suis pas assez spécialiste ou assez, euh, oui, calée sur vraiment cette philosophie de la spiritualité qui est derrière le yoga pour pouvoir employer ces termes. Donc même à un moment donné, j'ai arrêté même d'employer des termes en sanskrit. Mais après là, c'est revenu. Je me suis dit que finalement là, c'était aussi un peu, enfin en Ashtanga notamment, c'était pas normal. Enfin, c'est pas normal, je veux dire, mais je fais du coup maintenant, je donne les noms des postures en français et en sanskrit parce que mine de rien, ça reste donc cet enchaînement qui a été prescrit par Patabi Joyce et donc enfin, c'est le nom d'une posture en sanskrit, donc je pense que c'est Des légitime. fois, c'est difficile aussi de donner la traduction. Voilà, aussi en français, mais C'est je trouve tout. que ça légitime de donner le nom parce qu'il n'y a pas d'attente derrière ce nom. C'est juste le nom d'une posture. Et voilà, parfois, effectivement, enfin, Maharishi Asana, la posture est dédiée au sage Maharishi. Enfin, c'est un peu compliqué aussi en français, Ouais. effectivement. Donc là, je reviens à l'enseignement des termes en sanskrit pour le nom des postures ou bah, le drishti ou Mula Bandha, etc. Mais après, je trouve que la spiritualité, enfin, selon moi, fait partie du cadre de l'intime. Et moi, je ne veux pas l'imposer aux Mhm. personnes qui viennent pratiquer avec moi. J'essaye d'avoir quand même une approche pragmatique et laïque dans mon enseignement. Et du coup, c'est pour ça que j'essaye de faire attention aussi aux termes employés. Et, euh, et, et voilà, je trouve que pour pas aussi que ça fasse dissonance avec des personnes qui auraient d'autres religions aussi, Ouais. ça puisse faire peur, que ça D'a- puisse faire fuir. Ouais, d'ailleurs, sur ce côté laïque, par rapport à cette question de laïcité, euh, il y a quand même quelques personnes à La Réunion, beaucoup même, a priori, on entend souvent ça, revenir. Ces personnes, elles arrivent encore à croire que, que le yoga, c'est une pratique religieuse déguisée derrière un exercice physique. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une histoire religieuse avec le yoga, mais qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Parce que souvent, on,
on passe à côté quand même d'immenses bénéfices dans la gestion du stress, dans le bien-être physique, dans la guérison ou dans la prévention des troubles musculo-squelettiques, parfois juste parce qu'il y a un petit amalgame ou un gros amalgame sur ça. Bah, encore une fois, je pense qu'il faudrait juste se rappeler que comme enfin, dans une forêt, il y a plein de spécimens d'arbres, tu vois, il y a aussi beaucoup de méthodologies en yoga. Et voilà, moi je connais pas après toutes les approches non plus parce qu'effectivement, Bah, il y en a beaucoup. Olivier, Voilà. Donc, mais en tout cas, effectivement, certaines approches où on met les asanas pas en avant, mais on passe par la posture, on passe par le mouvement pour essayer d'atteindre après, comme tu dis aussi, une certaine aisance physique, une certaine aisance aussi enfin, holistique, j'ai envie de dire. Ce sont des yogas qui, normalement, effectivement, ne sont pas ont pas d'approche religieuse. Et je pense que ça devient peut-être une religion lorsque l'on met, encore une fois, on revient un peu au drapeau rouge, voilà, toute l'expertise, toute la connaissance dans les mains d'une seule personne, du fameux gourou. Donc là, je pense que du coup, si ça, ça convient pas, voilà, il faut fuir. Mais si on passe le cap d'aller justement prendre, enfin aller tester aussi un cours de Vinyasa ou d'Ashtanga, même enfin, d'Iyengar justement, de yin restaurative, ou qui ont d'ailleurs des approches encore plus, je trouve, fonctionnelles. surtout que le yin, c'est une pratique de yoga américaine. Et voilà, et en plus basée sur la médecine chinoise aussi pour certaines écoles. Donc, enfin, j'ai pas envie de dire rien à voir, mais Rien tu à vois, voir avec l'hindouisme, exactement, vraiment en tout cas. complètement à dissocier. Donc là, effectivement, on va pouvoir rentrer dans une pratique qui finalement c'est une pratique simple en fait. On revient simplement à ce qu'on est, enfin à nos muscles, comme tu dis, à notre squelette, à notre souffle, et on va réussir à pouvoir à trouver les bénéfices de cette pratique, d'abord d'un point de vue physique, et après peut-être que ces bénéfices vont évoluer, vont pouvoir grandir et s'enrichir au fur et à mesure de notre pratique. Mais normalement, effectivement, dans toutes ces pratiques, voilà, moi, de méthodologie que je connais et que je pratique, il n'y a pas d'approche religieuse. Enfin, après, ce qui peut faire peur, c'est aussi peut-être le chant des mantras, justement. C'est pour ça que Mhm. moi, c'est pareil, en Ashtanga, je le fais plus, le chant des mantras, parce qu'on dit, enfin, finalement, c'est une prière à l'avant. Donc, effectivement, juste le terme, finalement, le lexique utilisé peut faire peur, mais finalement, même ces mantras n'ont pas de caractère religieux. Par exemple, le mantra d'ouverture en Ashtanga, c'est simplement un texte qui est là pour remercier la lignée des professeurs Qui nous qui a amené cet nous enseignement jusqu'à permettent, nous. voilà, d'avoir ces mouvements, cette discipline au jour d'aujourd'hui. Donc finalement, c'est simplement une sorte de gratitude et aussi une sorte de sas d'ouverture finalement avec le reste de la journée et notre temps sur le tapis, donc qui est compté. Et le mantra de clôture, finalement, je trouve que c'est simplement des phrases, encore une fois, humaines. Ouais, qu'on pourrait retrouver dans notre langue Ouais, en fait, je pense que maternelle. c'est aussi peut-être l'emploi, encore une fois, du sanskrit qui peut faire peur parce qu'on dit c'est une langue qu'on ne connaît pas et si on n'a pas la traduction, on ne sait pas ce qu'on chante, donc ça peut bloquer. Donc c'est pour ça que moi, encore une fois, dans mes cours, j'essaye d'avoir une approche où, sauf dans les ateliers un peu avancés, je vais l'introduire peut-être, ce chant des mantras, bien que je déteste chanter, je ne suis pas à l'aise, mais je trouve que de toute façon, le travail avec la voix, ça a quand même un intérêt. Mais je trouve que voilà, pour des débutants, une approche, j'essaye de ne pas faire ces mantras, encore une fois, pour ne pas freiner, pas bloquer et ne pas faire peur, en fait, Mhm. les personnes. Mais si, je pense qu'on a de toute façon chacun notre libre arbitre, hein, à nous aussi de tester. Et si un cours nous paraît un peu sectaire, même ici, Ouais, ouais. à nous de fuir, hein, de mettre un petit peu nos antennes d'alerte Notre en intuition place, voilà, en
fasse. Mais c'est vrai que moi, enfin, comme je viens de revenir, là, je suis arrivée en octobre. C'est les élèves, en fait. C'est des élèves qui m'en parlent un peu d'approche où c'est des grands rassemblements où on est en blanc, où on a le droit enfin, on n'a pas le droit de De poser de questions, poser des des questions, trucs de comme ça. parler, d'aller boire, ou Oui, tout enfin, ça, d'avoir ouais, c'est une des signes discussion. aussi Oui, où il qu'il manque faut un peu de appeler chaleur humaine, tu vois, ou de simplicité, en fait. quand Je faut trouve que appeler le gourou maître, des choses oui, comme ça. ce serait On peut aller. Guruji. Oui, enfin voilà. Enfin, j'espère que ça ne se fait plus, mais moi, juste le principe de baiser les pieds de quelqu'un, je trouve ça aberrant. Enfin, même d'un point de vue hygiénique, ça ne m'a jamais plu. C'est des pieds sains après. C'est Déjà, frotter des- le ventre d'une statue, j'ai un peu du mal. C'est Alors des pieds sales. des pieds qui ont marché et qui se sont mis sur des corps transpirants, les baisers, non merci. Non, non. J'ai Ok. pas trop envie. Donc voilà, après, voilà, chacun est maître aussi De pas le faire. de pas le faire ou peut le faire si ça Hmm. nous apporte quelque chose. Mais en tout cas, moi, j'ai pas cette approche. Toi Ouais. non plus. Donc, venez à Yoga Saint-Pierre. Faudra envoyer des alertes Ouais, si un jour ça m'arrive. ouais. Mais c'est vrai que moi, à Paris, j'ai pas été confrontée à ça. Donc, je suis restée un peu, je pense, parce que ça fait 15 ans que je suis à Paris, 8 ans que j'enseigne, du coup, que j'ai enseigné sur Paris, et j'ai pas été confrontée à ça. Je suis restée un peu dans mon monde, finalement, le prof de yoga, enfin, que je connaissais aussi. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me questionnait finalement. Et c'est depuis que je suis arrivée à La Réunion que j'en entends parler. Et ouais, c'est vrai que ça peut porter Ça peut porter préjudice préjudice. aux Voilà. personnes qui font l'amalgame, justement. Mm, effectivement. Euh, on va passer un peu de temps sur comment l'entrepreneuriat peut contribuer positivement à la croissance ou au développement du yoga à La Réunion. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, sur l'entrepreneuriat quand on fait un 200 heures ou quand on fait une formation de yoga et qu'on arrive à La Réunion, on a l'impression que, bon, 95% vont commencer sur la plage. Oui, parce que c'est. Et d'un autre côté, les loyers sont très chers Oui. pour faire une salle. Il y a très peu de Mm. studios. C'est délicat cette histoire de se lancer à La Réunion. Oui. Beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Effectivement, bah on l'évoquait un petit peu avant podcast justement. Moi, du coup, en 8 ans de métier, j'ai envie de dire, c'est un peu la première fois où je suis confrontée, je trouve, à la difficulté euh, du métier. Peut-être aussi, effectivement, parce que effectivement, cet enseignement est pas complètement, pas aussi développé qu'à Paris, peut-être. Euh, et parce que effectivement, comme tu dis, il n'y a pas de studio aussi installé. Donc, de démarrer, finalement, en tout cas, nous, par exemple, dans le Nord, à zéro, c'est vrai que ça s'avère assez. Enfin, c'est sportif. Ouais. C'est sportif. Et en même temps, je trouve qu'effectivement, de se lancer dans l'activité du yoga, pas forcément que dans l'enseignement à des cours, enfin tout public, ça peut, enfin ça vraiment, enfin je pense que ça a énormément d'avenir à La Réunion justement parce que beaucoup de choses enfin beaucoup de choses sont encore à faire ici. Comme on l'évoquait, peut-être aussi développer le yoga dans des institutions autre que des studios aussi, ça peut aider après un 200 heures, par exemple. Si je viens de faire un 200 heures et que je viens du monde hospitalier, je peux aussi me décider de me lancer dans l'enseignement auprès du corps médical, dans l'enseignement auprès de patients qui ont des besoins spécifiques ou même par exemple des enfants. Donc ça pourrait être une approche aussi très intéressante. Ou si je viens du monde de l'entreprise, me lancer dans l'enseignement du yoga au sein des entreprises à La Réunion. Je pense qu'il y a encore, enfin il y a pas mal de potentiel à ce niveau-là. Et après,
enfin, moi, pour justement avoir fait une école de commerce et avoir travaillé quelques années aussi enfin, dans le marketing et dans le monde euh, enfin, ouais, de l'entreprise, la concurrence, c'est positif. Mmh. Effectivement, je pense que plus tu as des profs euh, bien, enfin, qui ont un enseignement aussi de qualité et le souci d'une transmission juste, c'est bénéfique en fait pour tout le monde. Donc, je pense effectivement il y a énormément de potentiel sur le fait de se lancer et d'essayer enfin, en tout cas si ça répond vraiment à une certaine, à un engouement du cœur, j'ai envie de dire, un réel enthousiasme et un réel sens, si ça fait sens pour nous, je pense qu'il faut pas hésiter. Et par contre, là où je mettrais mon bémol, ce que je disais aussi un peu en amont, c'est que ici, comme justement, on part de presque enfin de zéro dans l'enseignement, c'est qu'il faut le faire de manière réfléchie. Euh, Après, chacun est maître encore une fois de ses actions, mais bien réfléchir à ce pourquoi je veux quitter la situation dans laquelle je suis actuellement, ce pourquoi je veux transmettre l'enseignement du yoga. Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour le faire? Est-ce que j'ai des économies? Est-ce que j'ai des enfants à charge ou d'autres personnes à charge? Est-ce que je peux soutenir cette prise de risque pendant plusieurs mois, voire une année, même plusieurs années, parce que je pense que c'est pas forcément de tout repos. Donc, essayer de le faire effectivement de manière réfléchie et avec une certaine sagesse aussi du cœur. Je sais pas si c'est Oui, ça fait sens. Voilà, donc je pense qu'il y a effectivement du potentiel et encore une fois, en gros, pour résumer, voilà, juste se poser les bonnes questions au départ. ouais, ouais. Mm. Avoir finalement une conviction solide Ouais. et une stratégie Voilà, spirituelle. une stratégie et pas avoir peur finalement d'utiliser effectivement des termes peut-être très terre à terre qui peuvent être péjoratifs, mais enseigner le yoga, c'est un métier. Donc ça veut dire que c'est notre source de revenus parce que ben, on ne se nourrit pas que de lumière et d'amour. Même si on est prof de yoga, on a besoin de payer un loyer. On a besoin aussi de se nourrir. Donc ne pas hésiter. Moi, c'est mon problème et c'est pour ça que je suis aussi très reconnaissante enfin, d'être dans ce projet avec Maxime, mon compagnon, qui lui à chaque fois me ramène aussi des questions très existentielles, mais dans le sens très terre à terre en fait Oui, du quotidien. Il faut pas avoir peur de communiquer sur son activité, pas avoir peur de faire enfin justement de la communication, du marketing, se faire connaître et un peu parfois se faire violence parce que souvent quand on fait, moi, bien que voilà, j'ai fait du marketing et une école de commerce, c'était vraiment pas mon domaine. Je suis pas du mhm. tout une commerciale au fond de moi. Donc c'est Maxime qui me pousse un peu dans mes retranchements pour justement faire de la communication sur notre activité et une communication qui, je pense, est nécessaire parce que sinon, ben, simplement l'information ne viendrait pas aux oreilles des personnes intéressées. Donc voilà, essayer de ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur et se dire si ça vient du fond c'est une vraie passion, une vraie conviction et je veux vraiment transmettre ça parce que je sais que cette pratique a énormément de bénéfices. Il faut que je sois fière de mon activité et que je prenne mon courage à deux mains et que je fasse un peu toute cette partie commerciale, que je la mette en place, quoi. Ça, Mhm. c'est ce qui est pas évident. Parce que enseigner, ça, c'est agréable. Faire ce qui est à côté, c'est C'est un peu moins agréable un pour la peu moins plupart. agréable pour la plupart et un peu plus compliqué, Ouais. effectivement. Donc, Mais c'est pour ça que c'est bien de s'accompagner. ça me fait penser à certaines élèves que j'ai formés Mhm. qui finalement ont déjà des revenus, soit par de la retraite ou soit parce que elles sont dans un autre travail. Et il y a aussi cette sensation qu'elles lâchent très facilement euh, leurs élèves. Elles arrêtent, elles recommencent, etc. Parce que Alors, du coup, tu veux dire que c'est... parce que il y a cette sécurité
D'accord, financière OK, oui. qui est déjà acquise. Et c'est vrai que des fois, quand on l'a pas, cette sécurité financière, ça nous pousse à Mmh. être un peu plus sérieux, un peu plus Mmh. déterminé, un peu plus dans la formation, un peu plus dans Oui. l'accompagnement, un peu plus dans la réflexion. Après tout est positif, enfin, les prises de risques, c'est ce qui amène Ouais. aussi, l'enrichissement personnel effectivement et parce que rester, juste dans son simple confort, c'est pas comme ça qu'on va grandir effectivement. Enfin, si on a, je veux dire, Oui, si on a un un réel, souhait bien autre, sûr. tu vois? Genre regretter, toute sa vie, ce serait dommage. Donc il faut se lancer. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, mais et j'ai aucun regret pour tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais effectivement, je pense qu'il y a du positif dans tout. Effectivement, être un peu sans filet, bah, ça nous oblige à être à 200% dans ce que l'on offre et ce qu'on propose. Il y en a quelques-unes des profs sans filet dans l'asso. Et elles sont à fond. Euh, Elles c'est sont... pas le même investissement. Ouais, Quand il y ouais, a plus de filet, j'imagine. il y a plus de Ouais, filet, quoi. ouais, oui, oui, c'est Et vrai. finalement, c'est des axes de transcendance Mhm. importants, je trouve. Bah, encore une fois, c'est une manière d'être dans le dépassement de soi, bah, sans passer peut-être par Mhm. la pratique physique, mais aussi de vouloir accomplir quelque chose qui fait sens pour nous. Ça peut, oui, ça peut nous aider à grandir, à apprendre enfin, davantage, ne serait-ce que à faire de la comptabilité, à travailler sur un site internet, à voilà, à toucher des outils qu'on n'aurait pas touchés avant. Donc ça reste, je trouve que ça reste effectivement de l'apprentissage. Euh, Ça fait travailler notre élasticité cérébrale. Je sais pas si ça se dit. En tout cas, Mhm. c'est toujours bon à prendre, effectivement. Mais voilà, juste que quand on se lance dans quelque chose, juste être au courant voilà, sans pour autant rentrer dans le versant de la peur, mais être au courant Que de ça se développe pas que tout ce seul. sera pas, voilà, que ce sera pas facile, il faudra donner de soi, quoi. Mhm. Ouais. Le mot de la fin, ça fait quasiment 1 heure qu'on Ah bah, discute. c'est assez vite. Le mot de la Le fin. mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais dire? S'il y avait quelque chose de particulièrement inspirant à dire là pour ceux qui nous écoutent, qu'ils soient pratiquants ou professeurs, ça serait quoi? J'ai envie de dire, enfin pour moi le plus important c'est de jamais perdre son humanité. Pour moi vraiment l'humanité, c'est un terme qui a beaucoup plus encore, enfin plus de richesse et beaucoup plus de puissance encore que le terme de yoga. Donc ne jamais perdre dans son humanité, peu importe ce qu'on fait, que ce soit dans le monde du yoga ou même dans toute autre activité, toujours rester humain et donc avec toutes ces le sens de je veux dire l'empathie envers autrui, envers le monde qui nous entoure, la nature, envers soi-même aussi. Et ne jamais s'arrêter, pardon, d'apprendre et de questionner. De se questionner nous, de questionner notre enseignement, de questionner aussi, pas questionner le monde aussi finalement. C'est le troisième accord Toltec, je crois, rester critique. Non, soyez Euh, sceptique, mais c'est restez curieux, un truc comme ça. rester curieux. Il y a, ouais, Il y ne a un pas. truc comme ça, restez sceptique. Ou ouais, Non, peut-être soyez garder le sang. sceptique, mais restez curieux. Bon, voilà. D'accord. Donc, rejoignons les accords Toltec. Ok, donc soyez sceptique Soyez et restons sceptiques et curieux. restons curieux. Voilà. Bon, bah, merci à toi Merci Cyril. pour ce moment de partage. C'était enrichissant. Mon tout premier podcast. Tout premier podcast. Merci à toi pour cette, bah, du coup, aussi source d'apprentissage, tu vois, nouvelles Hmm. choses. Moi qui n'aime pas trop l'oral, ben, tu vois, c'était aussi un petit saut à l'élastique pour moi aussi Il s'est passé aujourd'hui. comment ce soir à l'élastique? Bah, tu vois, je crois que j'ai eu chaud. D'accord. Bah Ok. non, je vais pas mentir, donc du coup, pas forcément hyper tranquille, mais c'était, bah, tu vois, j'ai pas vu le temps passer quand même, donc Ok, c'était oui, hyper c'était bien chouette. quand même. Oui, hyper chouette. Ok. Merci à toi.